Je n'ai jamais oublié le bruit du coup, ni le silence qui l'a suivi. Ce soir-là, tout a basculé. Ma mère, celle que je croyais incapable de faire du mal à une mouche, a pointé l'arme et a tiré. Une seule fois. Mon beau-père s'est effondré. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un accès de rage. C'était une décision, froide, calculée, désespérée. Elle savait qu'il allait nous tuer. Elle a agi avant lui. Et depuis ce jour, je ne sais plus si je dois la juger ou la remercier. Bienvenue sur Histoire et Mystère. Des faits réels, des drames cachés, des secrets que le temps n'a pas effacés. Abonne-toi et plonge avec moi dans l'inconnu. Je devais avoir 8 ans quand j'ai compris que chez moi, le mal ne venait pas de l'extérieur. Avant, je croyais que les monstres vivaient dans les histoires, sous les lits ou dans les bois. Mais non. Le monstre, il vivait dans notre maison, dans notre salon et parfois dans la chambre de ma mère. Il s'appelait Serge. C'était le compagnon de ma mère depuis 3 ans. Un homme au regard toujours froid, à la voix qui montait plus vite que la température d'un four. Il m'appelait le gamin, jamais par mon prénom. Au début, il ne me regardait presque pas. Puis il a commencé à imposer ses règles. Des règles bizarres. Pas de bruit après 20 heures. Interdiction d'ouvrir le frigo sans permission. Et surtout, ne jamais répondre. Même quand il criait, même quand il frappait. Ma mère, elle se taisait. Elle disait que ça allait passer, qu'il avait ses périodes, qu'on devait éviter de le provoquer. Mais moi, je la voyais. Ses cernes, ses mains qui tremblaient, son dos qu'elle courbait un peu plus chaque jour. Un soir, je me suis levé en pleine nuit pour aller aux toilettes. La porte de leur chambre était entr'ouverte. Je ne voulais pas voir, mais j'ai vu. Mon beau-père, debout, hurlait sur elle. Elle était par terre, recroquevillée. Il a levé la main. Je suis parti en courant. Le lendemain matin, elle m'a souri comme si de rien n'était, avec un bleu sur la joue caché sous un foulard. À partir de là, je n'ai plus jamais pu dormir tranquille. Les choses ont empiré. Les coups sont devenus plus fréquents. Moi aussi, j'ai commencé à en recevoir. Pas devant les autres, bien sûr. En public, Serge savait jouer le rôle du père de famille exemplaire. Il souriait, racontait qu'il m'élevait comme son propre fils. Mais à la maison, c'était la terreur. J'en parlais à personne. À l'école, j'étais silencieux. On me prenait pour un gamin timide. Personne ne posait de questions. Pas même quand je suis arrivé un jour avec une lèvre fendue. Ma mère disait toujours, « Il faut attendre, mon chéri. On va s'en sortir. Je te le promets. » Mais un jour, elle n'a plus attendu. C'était un soir d'hiver. Il faisait froid. J'étais au salon, en train de faire semblant de lire. Serge était rentré plus tôt que d'habitude et il avait bu. L'odeur du whisky, je la connaissais maintenant par cœur. Dès qu'il est entré, j'ai su que ça allait mal finir. Il a commencé à crier. Je n'ai pas entendu le début de la dispute. Puis, il y a eu un bruit de verre cassé. J'ai couru vers la cuisine. Mon cœur battait comme une alarme. Il tenait un couteau. Il hurlait, incontrôlable. Ma mère pleurait, dos au mur. Et là, je ne sais pas d'où elle l'a sorti, ni comment. Mais elle tenait un pistolet dans les mains. Un vieux revolver. Hérité de son père, peut-être. Je ne l'avais jamais vu. Elle a crié « Ne t'approche pas !» Serge a ri, un rire malade comme ceux qu'on entend dans les films d'horreur. Et puis, elle a tiré. Une seule fois, il est tombé. Net, comme un arbre qu'on abat. Le silence. Un silence lourd, figé, irréel. Ma mère est restée debout, l'arme dans les mains, le regard vide. Elle m'a regardé et elle a simplement dit « C'est fini, mon amour ». Après le coup de feu, tout est resté figé pendant de longues secondes. Ma mère ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle respirait lentement, comme si elle venait à peine de reprendre possession de son propre corps. Moi, je tremblais, incapable de parler. Ce que je venais de voir ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Mon beau-père, Serge, gisait au sol, inerte, les yeux ouverts, figé dans une expression de surprise glacée. Elle a finalement posé le revolver sur la table, d'un geste calme, presque cérémonial. Puis elle s'est accroupie devant moi. « Écoute-moi bien. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas ta faute. Tu me comprends ?» Je ne savais pas quoi répondre. J'ai hoché la tête, mécaniquement. Elle s'est levée, a pris le téléphone et a composé le 17. Quand les policiers sont arrivés, je me souviens de leur regard. L'un d'eux a vu le corps, l'arme, ma mère debout, les mains levées. Il a tout de suite compris que ce n'était pas un accident. Elle a dit d'une voix posée, « J'ai tiré. » C'était lui ou moi. Ils l'ont emmené. Pas comme une criminelle, pas menottée,
mais comme une femme qui venait de faire ce qu'elle avait à faire. Moi, on m'a laissé à une voisine le temps qu'ils évaluent la situation. C'est là que la deuxième partie de l'enfer a commencé. Pendant des semaines, j'ai été interrogé. Psychologues, policiers, assistantes sociales, tous voulaient savoir la même chose. Est-ce que c'était de la légitime défense? Est-ce que Serge représentait vraiment un danger? Je disais la vérité, toute la vérité. Les coups, les insultes, les menaces, le couteau ce soir-là. Mais on m'écoutait avec ces regards qu'on réserve aux enfants traumatisés. Comme si on doutait de ce que je disais. Comme si mes souvenirs étaient trop confus pour être fiables. Ma mère, elle, était placée sous contrôle judiciaire. Pas incarcérée, mais suivie de près. On lui avait retiré la garde provisoire. On m'avait mis dans une famille d'accueil. Elle ne pouvait me voir qu'une heure par semaine, sous surveillance. Il a fallu attendre près de 9 mois avant que l'affaire ne soit jugée. 9 mois de silence, de tension, de rumeurs. Certains voisins la soutenaient. D'autres disaient qu'elle avait perdu la tête. Des articles flous sont sortis dans la presse locale. Une femme abat son compagnon dans leur pavillon. Sans jamais parler de violence, sans jamais évoquer les années de peur. Le jour du procès, j'étais là, au fond de la salle. Je n'avais que 9 ans, mais je comprenais chaque mot. On parlait de légitime défense, mais aussi de gestes prémédités. Certains experts disaient qu'elle aurait pu fuir, qu'elle aurait dû fuir. Mais fuir où? Comment? Sans argent, sans soutien, avec un enfant sous le bras et un homme qui la traquait jusque dans ses silences. Quand elle a pris la parole, elle a simplement dit « Ce n'est pas de l'amour qui m'a poussé à tuer, c'est la peur, une peur constante, insupportable, et l'instinct de protéger mon fils. Je ne regrette pas. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. » Il y a eu un silence dans la salle, un silence pesant. Un de ceux qu'on n'oublie pas. Elle a été reconnue coupable d'homicide volontaire, mais avec circonstances atténuantes exceptionnelles. Elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme, dont 1 an avec sursis. Elle est sortie au bout de 10 mois, pour bonne conduite. 10 mois. 10 mois sans elle. 10 mois où j'ai grandi trop vite, trop seul, avec l'image d'une femme forte, brisée mais debout, toujours. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quand elle est revenue, ce n'était plus la même femme. Et moi, je n'étais plus vraiment un enfant. Ma mère est sortie de prison un matin gris de février. Pas de fanfare, pas de cris, pas même un regard dans la rue. Elle est sortie seule, le sac plastique à la main, les yeux fatigués, mais le pas droit. J'étais là, moi, debout derrière la grille, 10 ans à peine, et le cœur trop lourd pour comprendre ce que je devais ressentir. Elle m'a souri, mais son sourire était différent. Pas triste, pas heureux, juste vide. On a recommencé à vivre. Ou du moins, on a essayé. Un petit appartement à la périphérie, pas très loin de là où tout s'était passé, mais assez pour que les gens oublient notre nom. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Parce qu'en vérité, on n'oublie jamais vraiment une femme qui a tué. Même quand c'est pour se défendre, même quand c'est pour sauver son enfant. Les regards ont changé. Ceux de l'école, ceux des commerçants, ceux des anciens amis. Certains la saluaient de loin, d'autres changeaient de trottoir. Il y avait toujours cette rumeur qui flottait dans l'air, invisible mais lourde. C'est elle, la femme qui l'a descendue. Mais ce n'est pas le jugement des autres qui l'a détruite, c'est le sien. Celui qu'elle portait en elle chaque jour. Ma mère n'a jamais reparlé du tir, ni du couteau, ni de cette nuit. Elle a enterré l'histoire avec le corps de Serge, et avec ça, une partie d'elle-même. Je l'entendais parfois pleurer tard quand elle pensait que je dormais. Pas de sanglots. Juste un souffle, un chuchotement étranglé, comme si quelque chose en elle n'avait jamais quitté cette cuisine, comme si, même libre, elle restait enfermée dans ce moment-là. Moi, je voulais lui dire que j'étais fier d'elle, que je lui devais la vie, que sans son geste, je ne serais peut-être plus là. Mais je ne trouvais jamais les mots, parce que quelque chose me retenait, la peur qu'elle n'en veuille plus de ces mots. Elle est restée silencieuse pendant des années, pas par lâcheté, pas par honte, mais parce que ce genre de douleur, ça ne se raconte pas. Ça se porte, comme une pierre dans la poitrine. Aujourd'hui, je suis adulte. Et si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour choquer, ce n'est pas pour faire pleurer, c'est pour briser ce silence. Celui des femmes qu'on accuse avant de les comprendre, celui des enfants qu'on n'écoute pas quand ils crient sans faire de bruit, celui des familles détruites à huis clos pendant que le monde tourne, indifférent.
Ma mère a sauvé ma vie et je ne l'ai jamais remerciée. Si cette histoire t'a touché, si tu crois que certaines vérités méritent d'être entendues malgré l'horreur ou la douleur, abonne-toi à Histoire et Mystère et partage cette vidéo. Parce que certaines histoires vraies ne doivent plus rester dans l'ombre.